9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Taxi Presse de ce mardi, c'est avec Fioclo d'Anglenou, le patron de journal L'Enquêteur, Joël Ega, le patron de journal Fraternité, Acha Ibrahim, le patron de journal Temps Nouveau et Ambroise Pondio, le patron de journal des Guardians qui vont nous rejoindre finalement. Nous reviendrons sur la situation politique du pays avec les prochaines discussions. Elle traîne les pas et l'opposition qui multiplie les pressions de rue. La semaine dernière, les manifestations de l'opposition ont tenu leurs promesses. Avec le clos samedi dernier, on reviendra sur le sujet, sur ce qui s'est passé après les manifestations de samedi, beaucoup plus à Lomé. Nous nous interrogerons également sur la sincérité des accords avec le pouvoir de Faure Gnassingbé, la dernière sortie de l'Union des forces de changement, un autre symbole du non-respect des accords qui n'engagent finalement que les signataires. On posera la question ici en studio avec mes confrères. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Retour en studio avec mes confrères, mais d'abord rapidement une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Liberté qui titre sur la crise politique et la volonté de casser la contestation, chronique des stratégies et manœuvres infructueuses de Faure Gnassingbé. Le confrère évoque le sujet. Avec le projet de budget 2018, des subventions abusives accordées à certaines institutions. Le confrère en parle, vous lirez l'article à la page 4. Indice mondial de l'entrepreneuriat 2018. Le Togo absent du classement, le Ghana premier en Afrique de l'Ouest, note le journal. Et la 18e session du dialogue politique au Togo-Union européenne, la situation politique au Togo et le prochain dialogue au menu. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. Le quotidien Forum de la semaine avec l'art de conquérir le pouvoir à coups de mensonges. C'est le titre de l'article. Les incidents d'après-marche du samedi passé ou la manifestation de la mauvaise foi des leaders de l'opposition. Qu'est-ce qui s'était réellement passé à 3K et à Atikoumé? Les confrères qui étaient sur les lieux rapportent ce qu'il a vu. En tout cas, vous lirez les détails dans le journal. C'est à la page 3. Initiative présidentielle pour l'accès à l'électricité. Faure Gnassingbé à Ciseaux à Avagomé. Les détails sont à lire dans le journal. Et puis l'accident du véhicule transportant les manifestants du PNP, la mise au point du gouvernement qui remet en cause la version de l'opposition, à lire dans le journal Le Quotidien Forum de la semaine. Le billet hebdomadaire, l'alternative aussi dans les kiosques ce matin avec la médiation de la crise togolaise. Alpha Condé, un manipulateur, s'exclame tout simplement notre confrère l'alternative. Vous lirez l'article à la page 3. La répression des manifestants, le pouvoir dans le délit de faciès. À lire dans le journal Le Puy au Togo, le secteur de l'éducation dans l'abattement. Les enseignants démarrent 4 jours de débrayage aujourd'hui. Et puis, atrocité à Mango, l'ONG La Brique s'insurge et appelle à la mobilisation. Un communiqué de presse d'un fils de Mango que vous lirez dans le journal L'Alternative. Il y a l'Union pour la Patrie aussi, accès universel à l'électricité. Voilà. L'initiative CISO passe à sa phase opérationnelle afin de bien restituer la situation de la Guinée-Bissau aux prochaines réunions de la CEDEAO. Robert Dossé en mission d'évaluation à la demande de Faure Gnassingbé. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Fonds mondial appuie le Togo sur les 3 années à venir. C'est dans l'Union pour la Patrie. Le médium avec politique et la retraite du maréchal Olympio, audace ou épiphénomène.
s'interroge le confrère Le Médium ce matin. Le journal qui évoque aussi le congrès du mouvement des femmes unir à Kpalimé. Madame Lawson Kayi Raymond chapeaute le bureau national. Et puis, opposition, profession de foi, veiller et prier pour la chute de Fort Gnassingbé, ironise ce matin notre confrère. Et puis les infrastructures routières au Togo, 70% des travaux déjà réalisés sur la route Notchen-Tou. Et le journal L'Indépendant Express, transition politique au Togo, l'alternative de Pascal Bodjona et de Akila Essa Bokor en question. L'article à découvrir dans le journal. Avec l'interview exclusive de Ouro Akpo Chanyao, les grandes révélations du député, dialogue politique, dérive financière, contorsion parlementaire. Vous lirez tout cela dans le journal. Et puis la grande nouvelle mobilisation samedi dernier, le départ de Fort, point d'honneur des Togolais, écrit l'Indépendant Express. Donc vous avez compris, les journaux qui sont dans les kiosques ce matin, outre l'Indépendant Express, vous avez l'hebdomadaire Le Médium, le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le bi-hebdomadaire L'Alternative, le quotidien Forum de la Semaine et le quotidien Liberté. Taxi Presse. Retour en studio avec mes confrères Fioklou Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur. Bonjour Fioklou. Bonjour Eric, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Acha Ibrahim, bonjour Acha. Bonjour Eric, bonjour aux passagers de notre taxi. Joël Ega, bonjour Joël. Bonjour mon frère, bonjour tout le monde. Vous suivez l'actualité du foot au Togo avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Le rapport de compte de la CAN 2017 qui a créé, on va dire, une sorte de scandale dans l'opinion. Quand vous écoutez le Togolais en parler, la presse également, on a le sentiment que, eh bien, on est un petit peu exaspéré. Quel commentaire vous en faites, Fioclo Adanglenou? Oui, et le bilan a été donné, ça fait exactement 8 jours aujourd'hui. Mais à voir ce qui s'est passé, on peut dire que c'est désastreux et inacceptable. Du coup, je peux affirmer ici maintenant qu'à chaque fois qu'il y a CAN, il y a des problèmes au niveau des rapports financiers. Pour la CAN janvier 2017, Gabon 2017, nous avons 4 organes. Le comité de supervision qui regroupe le ministre de tutelle, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la sécurité et le ministre du commerce. Nous avons en deuxième position le comité de gestion. Nous avons le comité d'organisation et le comité de mobilisation des fonds. Si je comprends bien, au niveau du comité d'organisation, c'est ce comité-là qui fait l'évaluation des besoins et des prestataires. Et quand les factures pro forma sont données, on renvoie ça au comité de supervision qui renvoie les 10 documents au comité de gestion pour exécution. Ce qui veut dire qu'au niveau du comité d'organisation, nous avons le président de la fédération et le directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports. Si aujourd'hui on fait un tel bilan et on dit que la fédération est coupable, là je ne comprends pas. Parce que c'est le comité de supervision qui donne foi pour les dépenses et qui est le donateur des dépenses. Et en dehors de ça, à chaque fois, il y a un monsieur qui est au ministère, qui est au trésor public, qui est l'argentier. C'est lui qui débourse les sous. Ce qui veut dire que le rapport, moi je l'ai trouvé un peu vicié parce que le président du comité d'organisation et le président du comité d'organisation, je voudrais parler du président de la fédération, n'a pas cet argent en sa possession. Et c'est un autre qui donne instruction pour l'exécution des dépenses. Si aujourd'hui, d'après le rapport, on dit que la fédération a des problèmes, là je dis qu'on fait porter le chapeau à quelqu'un qui n'est pas responsable des actes. Ça veut dire qu'il y a un autre responsable, le vrai, ailleurs. Le comité qui valide les dépenses et le comité de gestion qui est là pour payer. Celui qui donne instruction pour valider et pour ordonnancer les dépenses, c'est les deux entités-là qui doivent savoir les documents qui sont là pour que ça soit payé. Les documents payés doivent avoir les auteurs et
doit avoir des destinataires. Bien sûr. Oui, bien sûr. Si tel n'est pas le cas, pourquoi on dit aujourd'hui que le président de la fédération est responsable du moment où il n'a jamais vu la couleur? C'est ce qu'il a dit, il n'a jamais vu la couleur et il s'est lavé complètement les mains la dernière fois lors de la conférence de presse. Joël, les gars. Oui, mais je dois comprendre que, enfin, il faut déduire que c'est ce que Akbouvi a déclaré lors de la publication du rapport d'audit qui a fait que on le porte le chapeau. Enfin, à tort selon le raisonnement que vous avez tenu tout à l'heure. Parce que quand il dit, oui, nous avons commis des erreurs et nous allons les corriger à l'avenir, c'est vrai, peut-être il fait le dos rond. Mais quand tu fais le dos rond, tu reçois les coups. Donc, il faut qu'il accepte prendre les coups, à moins que les coups le dépassent. Et il revient, voilà, et il revient devant les écrans pour enlever ses responsabilités. Et dit clairement, parce que moi je n'ai pas. Même à la conférence de presse, le colonel Akbouvi a dit qu'ils en sont pour rien, en tout cas au niveau de la fédération. Ils ne sont pas responsables et comptables de ce qui a été dit. Oui, mais vous savez. Je vais ajouter quelque chose. Oui. Quand on débloque les sous au trésor, c'est au nom de la fédération togolaise de football. Mais ils n'ont jamais vu leur couleur. Même il est le responsable du comité d'organisation. Ils ont même demandé les moyens pour le fonctionnement. On ne leur a pas donné ces moyens-là. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils n'ont rien vu, ils n'ont rien eu. Et maintenant, tous ceux qui sont chargés, c'est le comité de supervision et le comité de gestion qui, selon moi, sont responsables de ce qui arrive. Oui, c'est-à-dire que, Eric, nous sommes dans un domaine très sensible en communication. Bon, d'abord information. Parlons d'abord du domaine de l'information. Mais quand je publie quelque chose, enfin, les rumeurs circulent, et je prends une position contre toi. C'est cette position-là qui fait d'abord tâche. Le temps que, même si c'est moi qui suis revenu corriger ou ce soit toi qui es corrigé, mais la première information part. Et Akbouvi a commis l'erreur de réagir à chaud. Quand Bito a dit non, on ne peut pas certifier ce rapport-là, mais il devait se taire. Mais quand il a été le premier à parler, il dit non, que nous reconnaissons que nous avons fait des erreurs, on va corriger. Mais on commence d'abord par le critiquer. Le temps qu'il fasse sa conférence de presse pour rattraper ce qu'il peut rattraper, mais c'est déjà l'essentiel déjà sorti, oui. C'est déjà sorti. Oui. Bon, maintenant, moi je me dis, voilà, maintenant moi je me dis, le rapport même de la commission Bito, ça laisse à désirer. C'est quoi ce rapport d'audit? Enfin, pour qui a une fois affronté avec les missions d'audit? La mission d'audit dit clairement, voilà telle anomalie qu'on a relevée dans le processus. Par exemple, ce que tu dis là, il peut dire non. Les trois instances qui ont géré les fonds, il y a le comité d'organisation, comité de gestion, comité de mobilisation des fonds. Ça dit vous voulez dire que l'auditeur n'est pas allé au bout? Justement, ça veut dire que l'auditeur dit les responsables. Elle n'a pas situé, elle a fait un travail à minimum. Et ça veut dire qu'elle-même, elle est aussi responsable. Elle partage ça. Pourquoi elle cache des points qui devaient normalement apporter la lumière sur la gestion qui a fait des fonds? C'est-à-dire qu'à quel niveau on n'a pas... C'est-à-dire que si on fait ce travail-là, on doit aboutir à un résultat. On doit être capable de dire à l'opinion ceux qui doivent partager les torts. Oui, même si elle n'indexe pas, elle doit dire normalement, si celui qui ordonnance les dépenses avait demandé telle pièce, les sous-là n'allaient pas disparaître, ou bien il a demandé mais on ne l'a pas fourni, etc. Ça dit que le travail d'audit est un travail assez exhaustif. Technique. Donc, mais moi je dis, mais quand les gens ils s'acoquinent, enfin on met les complaisances parce que on a un régime qui promeut plus les complaisants au détriment des mérites. Mais quand on s'acoquine comme ça, moi je dis, le cabinet d'audit de Bito est sorti plutôt décrédibilisé dans ce travail-là. Elle devrait, normalement, une fois que tu veux dire la vérité, tu la dis entièrement. Tu ne vas pas dire la vérité et cacher un pan de la vérité. Voilà, donc moi, c'est l'analyse que je fais. Normalement, c'est elle-même qu'on doit critiquer. Ah, d'accord. Acha Ibrahim. Enfin, je conclue. Non, moi, je voudrais tout simplement rappeler que nous sommes dans un pays où la corruption a pris des galons. Vous savez, il n'y a pas de mesure pour dissuader ceux qui se livrent à la corruption. Et depuis toujours, nous sommes restés dans ce schéma.
Et vous voyez qu'on ne pouvait pas s'attendre à un résultat assez, en tout cas, convaincant, autre que ce qu'on nous a donné. Monsieur Adangbleno venait de faire un développement. Et ça, c'est dans des situations où on a l'orthodoxie de la gestion. Mais il se passe que nous sommes dans un système où tout est géré sens dessus, sens dessous. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui ordonne quoi, il y a des interférences monstres. Et ça fait que dans une situation comme ça, vous serez en face de ce que nous appelons le plus souvent le cafouillage. Lorsque M. Akpovi venait à la fédération, nous étions de ceux qui fondaient un espoir sur ce monsieur, parce qu'un gendarme, vous comprenez que d'abord, il y a ce que nous appelons l'ordre et la discipline. Mais voilà, il est arrivé, c'est en ce moment même que il y a ce que nous avons appelé par le passé du désordre à la fédération. Je prends un exemple. Lorsque l'équipe nationale devait aller au Gabon, il devait avoir un travail préparatoire, c'est-à-dire une commission préparatoire pour aller là-bas. Qui a envoyé les gens? C'est la fédération. Aujourd'hui, on ne va pas nous dire que c'est telle personne ou bien c'est telle personne qui a envoyé cette mission exploratoire. Et c'est cette mission exploratoire qui est allée voir tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire le logement, le transport et autres là. Et souvenez-vous, lors de notre participation à la CAN en Angola, il y avait un monsieur dont je préfère taire le nom. Non, pourquoi qui était allé taire le nom? Non, quand je dis je préfère taire le nom, c'est la situation est vraiment qui était allé, qui a fait la mission exploratoire. Lorsque le monsieur est revenu, nous avons vu ce que nous avons eu comme conséquence lors de cette participation. C'est ce monsieur qu'on a encore envoyé au Gabon avec tout ce que nous avons eu comme retour. Les confrères qui étaient nous ont parlé de conditions de logement qui n'étaient pas proprement acceptables. Et il y a eu aussi le problème de déplacement des joueurs, des navettes qui se posaient aussi. Voilà, donc ça voudrait dire que ceux qui étaient allés pour la mission exploratoire ne sont pas allés, n'ont pas fait du bon boulot. Et on ne pouvait pas rêver que notre participation soit une participation radieuse. Et non seulement ça aussi, à l'approche même de la compétition, vous savez que on se disait qu'on n'était pas sûr d'être qualifié. Et c'est par un coup de chance que nous avons été qualifiés. Et nous l'avons célébré ici. Mais on a oublié qu'on avait quand même des enjeux en vue et qu'il fallait quand même relever ces défis. Mais lorsqu'on a demandé de présenter d'abord même l'échantillon de notre maillot, il y avait eu un problème de Macron, d'équipementier. Après tout, on dit que c'est sérieux, mais tout un cafouillage, c'est après que la fédération a envoyé quelques échantillons parce que le temps pressait. Mais le ministère n'était pas avisé. Le ministère n'était pas avisé. L'échantillon qu'on a envoyé, les maillots qu'on a envoyés, le ministère n'était pas avisé. C'est pas la suite que nous avons senti qu'il y avait un problème d'équipement. C'est pas le boulot du ministère quand même. Oui, mais bien évidemment, c'est le ministère de tutelle, n'est-ce pas? Quand il y a à envoyer les échantillons, parce que ça engage la nation, le ministère de tutelle doit savoir ce que nous envoyons comme maillot. Mais si c'est la couleur rouge qu'on envoie là-bas et que nous ne sommes pas... Voilà, non, je dis, si nous voulons travailler, il faut qu'on travaille dans les règles de l'art. Monsieur Adangbleno, mon doyen, venait de faire un développement et comme c'est quelqu'un qui frotte beaucoup avec les gestionnaires, les experts comptables, il sait comment tout ceci se fait. Mais il se passe que nous sommes dans un contexte où on ne pouvait pas faire autrement. Parce que la corruption est érigée en règle et en mode de gestion. Et pour revenir sur ce sujet, les 600 millions corruption, parce que là, quand nous parlons de 600 millions, ce n'est pas la première fois qu'on bien évidemment, justement, et que ceux qui sont responsables, on ne les retrouve pas. Parce que visiblement, c'est ce qu'on non, justement parce qu'il y a une culture de l'impunité, c'est tout. C'est pas qu'on ne les retrouve pas. Si on fouille aujourd'hui, on va trouver les responsables, on va situer les responsabilités. C'est parce qu'il y a la culture de l'impunité. Et ce n'est pas seulement dans le sport. Quand vous allez au niveau des grands projets que le Togo a concocté pour améliorer la condition de vie des citoyens. Mais il y a des gens qui se sont livrés vraiment à des détournements monstres. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Rien. C'est parce que les gens sont convaincus qu'au Togo, on peut détourner impunément et que quand vous êtes en face d'une cagnotte et que vous devez gérer ça, vous faites tout pour prendre une partie parce que vous ne serez pas inquiété. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on aille vers la culture. Mais il faut arrêter ça quand même, non? Mais bien évidemment. Et qui va arrêter? Ce sont les responsables du pays, ce sont les autorités. Nous avons aujourd'hui la commission anticorruption.
qui est là et bon, qui regarde le gros pilleur de la République là, mais il les regarde sans maudire. Parce qu'ils ne peuvent même pas les inquiéter. Ça fait un bout de temps que cette commission a été mise en place par chef Bien évidemment, mais est-ce que vous avez vu un résultat? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et les détournements. Difficilement qu'ils ont eu un local l'autre fois, cette commission. Et donc, mais la loi a été votée en 2015 et c'est en 2017 qu'on a mis en place cette commission. Début janvier, vous le savez très bien, mais nous sommes à presque 11 mois, mais rien n'est fait sur le terrain. Même s'ils nous disent qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train de fouiller les dossiers, quand même, au moins présentez-nous un faussaire. Il y a la route de Vaughan là-bas, qui peine et qui est en souffrance, mais présentez-nous au moins ceux qui se sont livrés à des détournements et que la route n'évolue pas. Est-ce que la Cour des comptes a pu présenter des faussaires pour que la commission vienne présenter des faussaires? Bon, la Cour des comptes, ça, on sait. C'est autre chose, ça c'est les dépenses de l'État. Je vous donne la parole à Fiakou, je vous redonne la parole tout à l'heure. Oui, moi je me suis posé une seule question. Avant la publication de ce bilan, est-ce que les 4 comités, le comité de supervision, le comité d'organisation, le comité de mobilisation des fonds et le comité de gestion, est-ce que ces 4 comités se sont réunis pour évaluer, pour faire un travail préalable, pour faire un travail préalable en présence de l'auditeur, d'écouter les 4 présidents des comités et ensuite produire ce bilan? À ce que je sache, non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. À ce que je sais, ça n'a pas été fait. C'est pourquoi c'est comme ça. Beaucoup de personnes dans la commission de supervision, on nous renseigne qu'il y en a même qui ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé. De la nature de l'audit avant sa publication. Là, le cabinet IIC emporte une part de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas. Notre frère Joël vient de dire qu'il a une part de responsabilité parce d'avoir les papiers qu'il faut et ne pas être en mesure d'auditionner au moins ceux qui ont engagé ces dépenses. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'audit. Parce que il faut les auditionner, comprendre certaines dépenses et comprendre comment les sous ont été affectés et pourquoi. En tout cas, la finalité, quoi. C'est destiné à quoi? Il doit voir ça. Et le résultat, s'il y a eu détournement d'objectifs, le cabinet, le mentionne. En matière de dépenses, il y a l'ordonnateur et l'exécutant. Voilà. Il y a l'ordonnateur et l'exécutant. Ici, l'ordonnateur, c'est le ministre. C'est le comité de supervision. Oui, chapeauté par le ministre. Chapeauté par le ministre. Et l'exécutant, c'est le comité de gestion qui a à côté de lui le responsable du trésor, M. Badinadeh. C'est lui qui, chaque fois, sur l'équipe nationale pour ces genres de dépenses. Ils sont là, vivants. Ils seraient à la retraite maintenant. Ils seraient à la retraite à partir de ce 1er janvier. Ce n'est pas une raison. C'est pas une raison. Il est déjà parti à la retraite. Il est déjà parti à la retraite. Il faut qu'on les interpelle. Ceux qui ont donné l'ordre de payer telle dépense, ils doivent avoir les papiers. Ils ne peuvent pas nous dire qu'il y a 600 millions qui manquent et que c'est comme ça. Ceux qui ont donné l'ordre et ceux qui ont exécuté doivent avoir les papiers pour certifier. Et les papiers qui manquent, pourquoi ça manque et pourquoi il n'y a pas l'argent? Joël. Non, mais je crois que vous venez d'aller au-delà, enfin, sur le champ sur lequel la commission Bito devait, enfin, c'est un cabinet. Oui, c'est un cabinet. Le cabinet IIC. Le cabinet Bito, le terrain sur lequel le cabinet Bito devait aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que ce n'est pas si difficile de savoir, en fait, qui doit contrôler les reçus, qui ordonne les dépenses, etc. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait? Mais sur quelle base même le cabinet a été recruté? C'est aussi ça. Il faut partir de là. Attends, pourquoi pas? Donc chaque année c'est le cabinet, donc parce que la dernière fois aussi c'est le même cabinet qui a travaillé. Oui, justement. Et le cabinet, le travail d'abord qu'il a rendu sur les comptes de 2013, ça n'a pas satisfait. Le cabinet a un contrat avec la fédération, bien avec le ministère. Ça relève de l'investissement. C'est-à-dire que si vraiment on investit sur ce dossier, on va découvrir plein de choses. Et moi, je me demande, est-ce que c'est vraiment 600 millions qui ont manqué? Mais ça aussi, parce que déjà, si le cabinet cache des choses, mais ça veut dire que le cabinet peut cacher le réel montant qui a manqué également. Parce que quand tu laisses un premier doute, mais derrière ce doute-là, il peut y avoir plein de non-dits. Donc, ça veut dire que tant le cabinet que la gestion des fonds, peut-être le cabinet a voulu. On connaît très bien comment les choses fonctionnent dans ce pays. Peut-être on voulait régler les comptes à certains. Oui. Tu as évoqué un nom, on ne veut pas le déranger, donc
on emballe, en fait, toute l'anomalie, on dit c'est tout l'argent qui n'a pas été bien géré, pendant qu'on sait très bien qu'il n'y a que 4 ou 5 têtes qui sont des comment vous responsables. Non, des léviathans. C'est-à-dire que tu ne peux pas qui sont des léviathans, tu ne peux pas le toucher, donc tu vas pas appeler leur nom, mais il faut quand même faire mention honorable minimum pour dire bon, on a fait notre travail, on ne peut pas certifier ce rapport-là et noyer quelqu'un. Alors, il se pose un problème, vous l'avez doigté tout à l'heure, la question de l'impunité, la corruption, l'impunité. C'est l'autre mal de notre pays, le Togo, parce que il y a des auditeurs qu'on a écoutés ce matin. Si aujourd'hui on en est arrivé là, c'est parce que, entre-temps, ceux qui gèrent le pays refusent de le gérer, en sanctionnant ceux qui sont coupables. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, mais c'est le problème que nous avons au pays. Tout à l'heure, vous évoquez le cas de la route Lomé-Vaughan-Foin. Bien sûr, bien sûr. Le gouvernement nous a renseigné l'autre fois qu'il a encore passé une loi à l'Assemblée nationale et on passe par perte et profit les 26 milliards, visiblement. Visiblement. Et on cherche encore des sous ailleurs pour venir injecter sur la même route. Ça voudrait dire que c'est plusieurs milliards qu'on met sur la route, on ne voit même pas la finalité de la chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la route. Vous comprenez que c'est le problème de la corruption. Et quand nous parlons de malgouvernance, ce n'est pas que nous indexons quelqu'un ou bien nous avons des greffes contre qui que ce soit. C'est pour que notre pays sorte de l'ornière. Le problème de l'Afrique, et c'est connu de façon générale qu'en Afrique, c'est la malgouvernance qui fait que l'Afrique est toujours à la traîne. Quand vous avez des ressources et que vous avez des projets, essayez de gérer dans les normes. Et ces projets-là iront à terme et on aura aussi une évaluation pour avoir les résultats. C'est le problème que nous avons par rapport à la participation des éperviers à la CAN. Depuis Wangen, quand nous étions allés en Allemagne, vous avez vu tous les désordres. Et le Togo a fait même la une des faits divers du mondial. Parce que tantôt, il y avait le problème de primes, tantôt on a trouvé les sous. On prend des billets de banque dans les valises ici, on les transporte et on va en Allemagne aller distribuer ça comme si c'était des petits gâteaux aux gens. Ouais, mais voilà, or nous sommes à l'heure du numérique. Un État sérieux ne peut pas travailler avec la liquidité comme ça. Non, c'est pas comme ça. On peut donner des chèques aux joueurs. Mais nous voyons des gens trimballer de l'argent comme ça, des espèces sonnantes comme ça, et ils se baladent avec ça. Mais ils peuvent être aussi tentés, arriver peut-être, si on fait un détour lors du transit vers Charles de Gaulle, ils peuvent tenter aussi d'ouvrir la valise et sortir une petite quantité et aller se distraire avec ça. C'est une blague, mais comprenez un peu la façon dont les gens fonctionnent dans les pays où il n'y a pas le contrôle. C'est déjà un problème le fait qu'on circule avec de l'argent, de la liquidité. Ça ne se fait pas. Un pays responsable, un pays où il y a des gens... C'est toujours le cas, hein. En tout cas pour le football. Mais c'est pas bien, il faut corriger tout ça. Le comptable du ministère de l'économie et des Finances qui accompagne l'équipe nationale. Des valises. Oui, c'est toujours comme ça. Ça ne se fait pas. Depuis la nuit des temps. Ça veut dire que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais quand vous allez demander, vous allez prendre conseil auprès des gestionnaires, on vous dira que c'est une anomalie. On ne se balade pas avec la liquidité. Ça doit être fait par virement ou par chèque. Ou bien, mais actuellement, avec les massacres, avec les cartes visa et autres, là, mais vous pouvez vous déplacer et aller faire des opérations. Il y aura une traçabilité. Mais ceci-là, c'est les mafieux qui se livrent à ça parce qu'ils prennent la liquidité, ils vont ni vu ni connu. On vous donne ça, peut-être même sans décharge, et c'est entre vous deux. Et ça, c'est participe de la mauvaise gouvernance. Il faudrait que le Togo fasse un effort pour aller vers la gestion orthodoxe des affaires. Et quand nous aurons atteint ce niveau, je pense que les choses iront bien. On ne viendra plus appeler le nom de qui que ce soit comme responsable de tout ce que nous avons comme dérive dans le pays. Pour conclure sur le dossier du bilan de la FED. On ne conclura pas de sitôt parce que ça débouche sur la question de la gouvernance de l'économie également. Oui, moi je voudrais dire que désormais pour l'équipe nationale, quand il y aura la participation de notre équipe nationale, les éperviers, il faut nécessairement que les fonds soient mis à la disposition de la fédération et en cas d'audit, quand il y a problème, on va indexer directement le président et son bureau. Oui, mais même aujourd'hui, on ne sait pas qui est-ce qui a pris quoi, fait quoi. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut éviter les histoires de comité de supervision, comité de gestion, tout ça là. Il faut éviter. Parce que quand l'argent quitte le trésor, c'est au nom de la fédération. Il faut que ça aille à la fédération et que ça soit géré par la fédération. Et en cas d'audit, quand il y a un problème,
il est responsable. Toute cette pyramide-là, il faut refuser. Non, c'est important parce qu'il faut un comité de mobilisation. Eux, ils vont pour mobiliser les fonds. Il doit avoir un comité pour gérer. Parce que quand il y a un mélange de genres chez vous, chez moi, c'est ça même qui donne des marges pour pouvoir se livrer à la corruption. Nous avons vu des ministres qui ont eu des camions, qui ont géré leurs camions, qui se sont en même temps évalués. La catastrophe, c'est sur le terrain, tout le monde voit ça. Ceux qui ont acheté des véhicules, ceux qui ont investi dans l'immobilier sont là. La question de l'impunité, la corruption, la malgouvernance à la fin. Oui, je crois que c'est sur ce plateau que je disais entre-temps, je crois que c'est la semaine dernière, je disais que il nous faut reconstruire une nouvelle nation, il nous faut reconstruire les valeurs. Et celui qui est père de famille aujourd'hui, de la famille Togo, ne montre pas qu'il est promoteur des valeurs. On fait de beaux déclarations. Mais moi, je me demande, dans ce contexte-là, comment est-ce que les Américains vont décaisser l'argent du MCC pour financer le Togo? Comment non, c'est clair. Ça veut dire que l'argent là, ira encore dans le poche du même réseau qui, quand tu vois, c'est même les noms que tu vas voir dans les comités de gestion, comité de quoi, de supervision, de supervision. C'est les mêmes noms. Tu vas les voir, soit c'est son cousin, c'est sa tante qui va se retrouver sur la piste du MCC pour détourner les milliards là que les Américains vont envoyer. Moi, personnellement, je dis... L'argent des Américains, on ne touche pas comme ça. Ça, vous savez. Attendez. En toute impunité, non. Frère, nous avons toujours été des cas d'école. Hein. Le Togo a toujours été un cas d'école. Mais on va détourner l'argent, les Américains ne vont rien trouver à dire. Mais on dira, puisque on a instauré aujourd'hui comme culture, vous allez faire du bruit et puis après ça passe. Les 26 milliards de la route qui mène chez moi à Koumé. On le passe officiellement à perte des profits, ou bien on a introduit une loi pour dire non, c'est-à-dire bon, l'argent là est perdu. Le gouvernement va injecter de nouveau. Voilà, on va injecter sur le dos du contribuable, mais on a instauré ça en méthode de gouvernance officielle, c'est-à-dire que l'État, quand on te prend pour gérer les affaires publiques, c'est comme ça que tu gères. Tu ne rends compte à personne, personne ne contrôle personne, même quand les médias, Taxi FM peut en parler quand enfin d'autres confrères, je ne veux pas faire la publicité aux autres confrères, on peut en parler sur tous les médias où on fait les débats, on va en parler 2, 3, 4 semaines, et puis bon, la vie continue. Et c'est comme ça, en fait c'est l'éducation que nous laissons à la génération qui est aujourd'hui sur les bancs. Il faut préciser aussi on ne rend pas sur compte, cet aspect qu'il y a au ministère de l'économie et des finances, depuis sous Ayassor, il y avait quand même une volonté quand même d'aller vers la perfection, c'est-à-dire un mécanisme de gestion et de contrôle où on parlait de l'assainissement des finances publiques. Ayassor également, oui, et sous on a tellement crié. Je pense que à un moment donné, il y a les gens on a dit que 20 milliards ont disparu. Je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, il y a eu ce mécanisme quand même pour assainir les finances publiques, et sincèrement il y a eu des résultats au niveau des finances. Si vous allez, on va vous montrer certaines personnes, peut-être que d'autres personnes ont ce que nous appelons la carte blanche pour pouvoir agir n'importe comment, et peut-être qu'ils ne sont pas inquiétés. Là, il y a un cas que vous avez relevé. Ça, c'est un autre volet. Maintenant, le cas de la route, ça, c'est un autre volet. Mais maintenant, quand nous allons vers la lutte contre la corruption, ce que nous avons appris par le passé, c'est qu'on n'avait pas les instruments juridiques pour pouvoir coincer les fausseurs et coincer les pilleurs des deniers publics. Donc, il a fallu qu'il y ait quand même la relecture du code pénal. Nouvelle version qui intègre les délits, les nouveaux délits et tout ça là. Il y a eu aussi le côté opérationnalité et opérationnalisation plutôt de la haute cour de répression de la corruption et des crimes assimilés. Et il y a tout cet arsenal là qui doit être mis en branle pour atteindre un objectif. Donc aujourd'hui nous devions passer à la phase supérieure, la phase d'attaque. Moi, je nomme ça la phase d'attaque. Et ça fait plus d'un an qu'on attend. Ça fait plus d'un an qu'on attend, mais les informations qui nous parviennent nous disent que début janvier, vraiment, on va commencer par voir les faussaires là. Oui, bien sûr, on a dit la même chose lorsqu'on était en novembre ou décembre de l'année dernière. Oui, on évoquait la même chose que lorsqu'on va amorcer la nouvelle année, il va y avoir une autre façon de traquer les voleurs de la République. Puisqu'on a parlé de méthode. Il y en a beaucoup aussi. À l'époque, on nous a parlé de méthode, donc il fallait tous ces outils juridiques là pour pouvoir aller vers la phase vraiment offensive. Bon, maintenant, ce que nous voulons, et c'est notre rôle, c'est de demander au gouvernement d'aller vite. C'est de demander au gouvernement
de tout faire pour décourager les pilleurs là, parce que les conséquences de leur acte, de leur forfait, vraiment c'est incalculable. Et quand vous allez sur le terrain, ce que nous voyons, c'est dommage. Bien. Et un État responsable, un État démocratique, un État où nous avons à la tête vraiment des hommes qui ont frotté avec le monde occidental, ils ne peuvent pas imposer vraiment la misère que nous voyons là à leur population. Merci Il faut beaucoup. faire un travail. Bonjour à Ambroise Condu. Je vous donne la permets parole. Bonjour à Ambroise. Bonjour. Si tu permets 2 minutes. Bonjour. Qui nous salue au moins. Oui, salut. Non, je crois. Non, c'est-à-dire que quand mon frère Ibrahim parle de la nécessité de mettre en place des textes, là. Attendez. Est-ce que Xi Jinping en Chine, il a eu besoin de retoucher les textes, le code pénal chinois avant d'arrêter les barons, c'est-à-dire que des dinosaures du système. Donc quand tu as la volonté, tu le fais. Quand tu as la volonté, tu le fais. C'est une question de volonté, non, finalement. c'est une question de volonté. C'est une question de Karine. Je me demande, est-ce que Faure Gnassingbé a vraiment le Karine, la capacité d'arrêter ces grands-là qui étaient là avant qu'il n'arrive. Vous doutez de sa capacité Moi, à faire arrêter les gens? Mais tant que vous ne donnez pas les preuves. Vous n'avez jamais vu des preuves dans ce pays qu'on a arrêté des gens? Ça fait 12 ans qu'on aligne des crimes économiques, mais jamais on n'a arrêté qui que ce soit. Mais on a encore l'impression qu'en quelque sorte, finalement, le crime lui profite lui-même. Le crime lui profite. Comment est-ce que on construit? Quand, je me rappelle en 2012, quand nous avons dit une croissance à 5%, oui. Mais où vont les richesses que nous avons créées ensemble? On a pris le journal pour aller à la primature et dire, vous voyez, on a dit que ce gars-là, d'abord, certains disent, enfin, moi je ne vais pas sortir ce qui fâche ici. On dit, mais on a dit que c'est un opposant, mais il est irréductible, etc. Ceux qui vont prendre les 100 000, les 200 000 sur mon compte, ils en ont pris. Mais aujourd'hui, on en est là. On crée. La croissance est au moins à 5% depuis des années. Mais est-ce qu'on sent? Regardez les milliers de Togolais qui sont dans les rues. Mais quand vous leur demandez, ce qu'ils te demandent d'abord, on veut de l'emploi. Oui. On veut vivre. Avoir le minimum vital qu'on brandit au niveau du développement à la base. Développement à la base, ça fait au moins 150 milliards qu'on a aligné à ce ministère. Au moins depuis 5 ans. Au moins 150 milliards qu'on a aligné. Ça, c'est énorme. Hein? 150 milliards qu'on a aligné à ce ministère. Mais qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? Mais et celui qui donne l'argent, il est là, il se tait, il ne dit rien, il ne demande pas des comptes. C'est des vendeurs de galettes de soja. Quand on parle de développement là-bas, c'est ceux-là qui viennent marcher qui sont à la base. Est-ce que j'ai menti? Mais bien sûr. C'est ceux-là qui marchent à l'intérieur du pays qui sont à la base. Mais quelle réponse on leur a apporté? Et ils se plaignent encore aujourd'hui. Ils sont encore dans les rues. Mais les milliards qu'on a injectés, ça servait à quoi? Aujourd'hui, Faure Gnassingbé est avec eux. Il est sur le terrain depuis au moins 3 mois. Il parle avec sa population. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui... le week-end dernier, il était dans les environs d'Anié. Dans un management compétent, quand tu as un chef, tu as ordonné des dépenses. Tu as ordonné des décaissements. Jusqu'à ce hauteur-là, le programme social, le mandat social devait être autre chose aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit aller voir, non, est-ce qu'on a créé des entreprises, effectivement? Et ceux-là qu'on a aidés, on leur a accordé des crédits à la base. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? On a pu les formaliser. Qu'est-ce qu'il faut maintenant leur apporter pour que vraiment, au lieu de 4-5 emplois qu'ils ont créés ou bien 10 emplois qu'ils ont créés, on va faire plus? Comment est-ce qu'on va mettre aujourd'hui des industries pour transformer, par exemple, nos matières premières agricoles? Mais aujourd'hui, ça devait être ça le mandat social. Aujourd'hui, on devait être un peu comme au niveau du Gabon. Le Gabon allait un peu trop vite, mais on devait être dans l'assurance maladie universelle. Oui. Le mandat social, c'est ce que ça devait être. Ce n'est pas aujourd'hui, on va aller lancer ciseaux à Ouagomé pendant que. Mais je vous dis, quand vous allez par exemple au Burkina. Mais c'est important aussi l'électrification de nos localités rurales. Oui, mais attendez, l'électrification, ce que c'est aujourd'hui, ça fait. Moi, selon les informations, ce que nous voyons aujourd'hui à l'intérieur du pays, comme. Vous allez voir plein de villes à l'intérieur du pays sont électrifiées par l'énergie solaire. Enfin, c'est un programme les lampadaires solaires. Oui. Voilà, ce programme de le mois. Oui. Mais ces lampadaires-là ont dormi dans les magasins pendant des années. Et c'est un collaborateur direct de Faure Gnassingbé qui a mis la main dessus. Il ne lui a rien demandé. Mais quand vous allez à Ouaga, aujourd'hui, quand on prend 1 franc sur nos factures oui. pour éclairage public, mais à Ouaga, ce sont les lampadaires solaires-là qui sont là. Mais pourquoi est-ce que Togo, on ne met pas ces lampadaires solaires et on met un canal pour nous escroquer, pour nous prendre 1 franc sur chaque kilowattheure? Tout le temps. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Ambroise Condu, le débat, vous l'avez suivi
au vol. C'est sur les comptes de la CAN. Et puis finalement, ceux qui sont rendus coupables, qu'on ne punit jamais, à chaque fois. Oui, le problème là, le Togo fonctionne comme ça. Le problème là ne date pas d'aujourd'hui. Et malheureusement, ça continue allègrement au vu au su de tout le monde. Vous allez voir, on prend des menus fréquents, des comptables à jeun. Quand il s'agira finalement d'arrêter les gens dans les services centraux, tel que vous réclamez, oui, on prend les menus feutrins. Oui, des gros poissons sont là. Oui. Ça n'est pas une référence. Ça dit qu'il faut éviter de nous donner certains noms qui ne sont même pas une référence. Ça dit que c'est même, comment vous l'appelez, c'est des références et en matière même, je ne veux pas donner de nom pour attirer les mouches et les guêpes. Mais je sais quand même que c'est des noms qu'il ne faut pas sortir dans ces genres de choses. Vous vous rappelez quand ce monsieur a envoyé certains de nos confrères à la justice? Bien sûr. Il pourrait passer par le TM ou la HAC pour s'entendre. Mais ce pourquoi on les a payés, les résultats sont là. Oui. Où sont passés les 30 milliards? Voilà. Et on ne dit rien à ces personnes-là. Mais au-delà de ça, je voudrais accorder une discordance atténuante à Fogna Singbe lui-même. Comme quoi lui ne sait rien, il a des conseillers, il y a des gens qui l'envoient sur le terrain. Quand je vais parler du FNF et autres, effectivement, cette dame-là qui a eu 10 000 francs ou 30 000 francs pour commencer une bouillie, on devait aller s'enquérir là où elle en est. Si cet argent-là, c'est plutôt acheter d'épargne, ou cet argent a servi effectivement à fructifier son entreprise, son micro-entreprise, pour au moins éduquer ses enfants à la maison, pour scolariser ses enfants à la maison, même si on sait que l'éducation est libre en matière publique, mais également très chère en matière privée. Oui. J'en sais quelque chose. Et avec des spoliations, des spéculations qui se passent là-bas. Maintenant, quant à la situation au niveau du sport, au niveau du football, là aussi l'impunité a étalé ses jambes et on ne sait même pas qui viendra régler ce problème. Ça veut dire que demain on va encore demander aux gens de cotiser et le Togolais et on nous pille à longueur d'heure, à longueur de journée, à longueur d'année. Quand on parle du cas par exemple de la CET, la CET nous vend des kilowatts très chers. Et la CET, je ne vais pas en revenir sur ce dossier, est une boîte pourrie. C'est-à-dire quand je parle de boîte pourrie, c'est-à-dire qu'il y a du n'importe quoi qui se passe dans cette boîte. Bon, je ne voudrais pas... C'est toujours là, c'est pas encore parti. Oui, c'est-à-dire qu'on va en revenir. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a réglé? C'est vrai que la question de la basalisation, la question de... On a parlé des gens, nous on ne veut pas aller sur cette fibre ethnique, mais c'est un autre problème. Il y a toujours le problème de gestion et du management de certains chefs section, certaines personnes qui sont là-bas. Vous allez voir des gens truquer des compteurs au niveau de la zone industrielle, on leur amende avec 3 milliards, ils négocient pour payer 1,5 milliard, ils ne paient même pas. Vous allez voir des gens négocier, il y a des trucs qui se passent, mon frère. Et ce qui est écœurant, il serait souhaitable qu'il y ait une deuxième société de l'énergie au Togo. Parce que vous allez vous retrouver avec 15 000 francs, avec peut-être 4 lampes ou une télévision, 15 000 francs par mois. Des fois, je ne parlais pas d'erreurs, mais il suffit de faire une consommation de 35 jours, vous payez 18 000 francs pour rien du tout. Donc, la consommation au niveau de l'électricité, la société est trop chère. Il faudrait qu'ils aillent à un niveau social pour tout le monde. Celle qui veut vendre du jus, du glaçon pour gagner sa vie, la facture vient à 20 000. Mais elle ne peut pas s'en sortir. On renseigne quand même que la CET tourne à perte, à peu près. C'est-à-dire que le prix du kilowattheure, si on devrait nous vendre ça réellement, on pourra ça, pas supporter. Faux. Ah oui? C'est des raconteurs qui font. Par rapport à la production et à l'approvisionnement, vous savez que nous ne fabriquons pas de l'énergie. Le Togo achète l'énergie à 90%. On achète. Oui, on sait qu'on achète. Oui. Mais dans un contexte social, tout ce que nous payons, ça peut être réduit même divisé en deux. C'est pourquoi je Le Togo a les moyens pour ça? Le Togolais n'a même pas de moyens pour payer la facture. Parce que l'activité que cette personne-là mène pour pouvoir payer, l'activité est aujourd'hui complètement à terre. Et pour payer maintenant, il faut que l'impôt arrive pour prendre ce qui est le tien. Il faut que l'électricité, la facture vienne. Et on voit l'électricité comme ça. Ce que vous avez vendu n'atteint même pas la moitié de ce que vous devez payer à la CET. Contrairement au Ghana, à côté, nous on n'a pas un niveau de vie élevé. On n'a même pas... le SMIC est toujours à combien? À 17 050, parce qu'on a monté à 35 000 francs, mais les gens ne paient jamais. Allez vérifier, ils ne paient pas. Donc c'est pour vous dire que les Togolais souffrent. Aujourd'hui, moi je voudrais aujourd'hui encourager le gouvernement à aller dans un sens. Parce que chaque fois on dit, oh vous critiquez.
nous ne critiquons pas pour critiquer. Si les gens font bien, on va les applaudir. Ils ne font pas bien, on ne va pas voir le rouge et dire le bleu. Non, 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 non. Chez moi, ça ne passe pas. Fonya Singbe, avec cette tournée qu'il fait aujourd'hui là, Oui. il avait le temps de le faire. Pour revenir à cette histoire, pour boucler, et cette histoire de 600 millions, c'est bien millions. Et dont on ne trouve pas les voleurs. C'est des voleurs. Parce qu'on ne donne pas le nom, mais c'est des voleurs en réalité. Et je félicite cette dame-là qui a eu le courage de sortir les chiffres et ce qui est informationnel pour informer que l'argent en réalité entre a été volé. Non, on veut les noms. Aujourd'hui, on veut les noms. On veut les noms. Parce qu'on nous a dit avant, l'année dernière, puisque pour le compte de 2013, ça a été fait le 29 décembre dernier, on nous a dit que c'est 628 millions. Cette fois, on nous dit que c'est 600 millions. Mais on ne nous dit jamais qui sont les responsables. Oui, mais ce n'est pas le travail du cabinet. Maintenant, il revient à l'État togolais, au procureur, de se saisir du dossier. Vous avez parlé du procureur? Bien évidemment, puisque c'est l'État togolais qu'on a volé. Le procureur doit se saisir du dossier et ouvrir une information judiciaire. Pour ça, il y aura des enquêtes qui se feront, il y aura des investigations pour situer les responsabilités. Et si le Togo veut, si on a cette volonté, je vous dis qu'en 10 jours, on peut sortir les noms et trimballer les gens là devant les tribunaux. C'est une question de volonté politique. Et ça, c'est un autre transfert. Maintenant, pour revenir sur la question du développement. Sur la question du développement, nous avons toujours dit ici que le développement, ça ne se fait pas dans les 4 murs. Quand vous voulez intervenir dans une localité, il faut d'abord aller vers la population, prendre le besoin réel de cette population, étudier avec elle la faisabilité et surtout leur contribution, leur participation aussi. C'est important pour les responsabiliser. Mais quand on est dans les 4 murs, dans un ministère, on dit non, il me faut construire des marchés là-bas parce que ce qu'on a en arrière-plan, c'est qu'après la construction de ce marché, on peut avoir dégagé au moins 10 tonnes ou bien 20 tonnes pour aller faire sa villa dans son village, ou bien on peut dégager aussi une marge pour pouvoir, en tout cas, donner encore plus de tonus à son compte bancaire. C'est un moyen aussi pour confier le chantier à un cousin. À un cousin et autres là. Voilà, le gré à gré, bon, ça c'est déjà, c'est légion, merci Ambroise, et qu'on ne peut même pas aller, on ne peut même pas aller sur cet aspect. Et le vrai problème c'est quoi? C'est que quand vous avez devant vous un chef qu'on peut facilement baratiner, vous comprenez qu'on peut prendre de n'importe quoi quand on arrive, il suffit seulement de chercher les mots qui accrochent le chef, vous balancez ça, le chef dit ben, je vous donne votre OK, sans voir exactement ce qui se passe dedans. Parce que l'affaire de développement là-bas, quand on a commencé avec le FNFT, j'avais dit qu'il faut aller par typologie, parce qu'on ne peut pas se permettre de donner 30 000 francs à toutes les femmes de Lomé jusqu'à 5 ans. Il y a aussi ce que nous appelons les disparités. À Sokodé par exemple, moi je prends le cas de Sokodé que je connais bien, c'est des femmes qui sont déjà habituées au commerce. Quand vous donnez 30 000 francs à une femme à Sokodé pour débuter un commerce, elle va se perdre. Parce que 30 000 francs, ça ne signifie rien. Mais dans certains milieux, vous pouvez donner 30 000, la femme là peut peut-être commencer, elle peut s'en sortir, elle peut commencer quelque chose. Il y a des disparités, il faut étudier tout cela pour pouvoir lancer les projets. Et maintenant, le comble même, c'est quoi? C'est que quand on lance les projets, on l'entoure de propagande. C'est ce que le développement n'aime pas. Ah bon? C'est une affaire de technique. Oui, et quand vous allez sur le gouvernement fait quelque chose, souffrez qu'il le dise haut et fort pour que vous ne sortiez plus demain dans la rue pour dire qu'il n'y a rien qui se fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, c'est la communication. La propagande, par exemple, avec le FNFI, ça consiste à donner l'argent aux gens et à dire que voilà, nous sommes... bon, le plus souvent, l'agenda aussi, ça coïncide avec les élections et on enrobe ça de toute une propagande. Et quand vous donnez l'argent aux femmes qui se sont habillées, qui sont dans un t-shirt d'un candidat, elle s'identifie au candidat et à terme se disent que c'est le candidat qui nous a donné l'argent. Mais quand elle va voter, elle dit que c'est la contrepartie. Donc souffrez que cette dame-là ne vienne pas rembourser parce que c'est l'argent de son candidat. Donc voilà, donc il faut dissocier les choses, faire les choses dans une façon assez élégante pour que le développement là que nous voulons puisse aller de l'avant. Je voulais faire une parenthèse pour parler un peu, par exemple, j'ai discuté avec un camarade qui a fait un peu les pays du Golfe. Mais les princes, ils sont immensement riches, mais ils ont pris soin de faire de telle sorte que l'école soit accessible,
la santé soit accessible à la population et qu'il y ait au moins une qualité de vie. L'électricité aussi. Voilà, l'eau et l'électricité, ce n'est pas un souci là-bas. Ça fait que la population ne se révolte pas. Même si les princes sont immensement riches, ils sont pourris, ils sont trempés dans la corruption, la population ne se révolte pas parce qu'il y a au moins le minimum. Donc voilà la culture là qu'on doit nos autorités et certaines personnes qui sont à des sphères décisionnelles doivent vraiment importer et implémenter ici, faire en sorte que la population se sente à l'aise. Je pense que le reste, tout ira normalement. En tout cas, ce dernier temps, Fogne Singbe est plus proche des populations. Non, c'est très bien, c'est ce que nous avons toujours dit. Ah, mais vous y êtes d'ailleurs. Nous avons toujours dit ça, nous avons toujours réclamé ça parce que le chef de l'État à un moment donné a été bunkérisé, je l'ai dit et je le martèle toujours. Il y a une minorité qui a pris en otage le chef de l'État et il n'est plus proche de la population. Maintenant, il faudrait que la population se lève, arracher le chef de l'État des mains de cette minorité-là pour se l'approprier et ensemble nous allons penser notre développement. Et ça serait très bien pour nous. Mais c'est notre président. Bien sûr, parce que c'est nous qui l'avions voté, ce n'est pas la minorité. La minorité n'a fait que circuler à travers le pays avec leurs véhicules climatisés et autres. Ils ne sont même pas sur le terrain. C'est pour aller dépenser de l'argent pour autre chose. Aller en Europe, aller faire la Java et revenir. Mais nous sommes sur le terrain. Nous sommes avec notre président et nous pensons au développement de notre pays. D'accord, très bien. Je comprends votre colère à peu près. Moi, je pense que le développement à la base. Oui, moi je pense que le développement à la base aujourd'hui nécessite l'installation des infrastructures scolaires, sanitaires, l'eau et l'électricité dans toutes les localités du pays. En dehors de ça, il faut former des groupements. Il faut former des groupements agricoles pour donner un plus à notre agriculture. Quand moi je vois distribuer des pioches, des brouettes, moi je pense que nous ne sommes plus au 19e siècle, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes un pays agricole et nous avons des terres agricoles. Moi j'aurais souhaité... vous êtes sûr que cette terre existe encore véritablement? Parce qu'on nous a renseigné l'année dernière, excusez-moi, que non, il y en a des citoyens qui se permettent d'acheter 1000 hectares, 2000, 3000 hectares, et vous voyez ces hectares qui sont là, il n'y a rien là-dessus. C'est ce que je dis, il faut organiser des groupements ou bien des coopératives agricoles où il faut mettre les tracteurs pour booster un peu l'agriculture. Parce que le développement véritable d'un pays passe nécessairement par l'agriculture. Dans certains pays. À part l'agriculture, nous aurons atteint le stade de la transformation, d'où l'avènement des petites industries. Fogne Singbe pourrait être sauvé aujourd'hui par l'approche qu'il est en train de mener depuis 3 semaines et 3 mois environ. Cette question, je crois qu'il appartient à lui seul de répondre parce que d'abord, le contexte même ne s'y prête pas à ce genre de déplacement que je qualifie de très politique et électoraliste. Et peut-être on me dira que c'est de bonne guerre. Mais je dis que hier, moi et quelques amis on causait, on disait que mais ta maison brûle. Lui il va sillonner les villages. C'est-à-dire que quand ça brûle là, il avait tout le temps de sillonner ces quartiers-là. Et les projets dont il est en train de les inaugurer, autres, la ministre de la développement à la base et autres avaient déjà ce projet-là conçu et il avait tombé. Maintenant, ce qui est remarquable et souvent aussi décevant, pas forcément du côté des populations qui sont servies, c'est le fait d'être à l'approche des élections avant de courir. Cette course-là, d'abord, je l'ai dit dans un article que nous avons publié, c'est d'abord essayer de refaire son image qui a été complètement dans la boue pendant cette période et qui n'est pas encore totalement disculpée. Mais au même moment, c'est aussi une opération de charme pour comprendre que en fait je ne suis pas un sanguinaire tel que les gens le disent, me voici moi en personne, je suis là près de vous, je suis proche de vous. Voilà. Proche de vous, sauf que ça a une autre signification auprès de ceux-là qui le contestaient, des détracteurs. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Maintenant, l'approche qui est intéressante dans tout ça, c'est le fait de connaître au moins les villages qui n'ont jamais été. C'est-à-dire que et quand vous voyez ces gens-là sortir applaudir, c'est d'abord en termes de curiosité. Il ne faut pas se leurrer. Les enfants veulent voir le président. Je serai à leur place, je ferai la même chose. Eux, ils ne maîtrisent pas ce qui se passe en réalité. Alors que le président avait le temps, je le dis, vaut mieux tard que jamais il le fait. Mais cette période ne s'y prête pas à ce jeu-là. C'est un jeu purement politique et électoraliste.
d'abord s'habiller en termes d'image. C'est-à-dire que le Fort Gnassingbé aujourd'hui, à votre avis, est en campagne. En campagne, mais pas forcément pour son propre compte. Pour ramener l'image que son parti a au cas où il y aurait lui-même ou un remplaçant, évident. Donc, c'est là, c'est la carte qui se joue. Et il faut lire cette carte-là de très loin. Savoir qu'en réalité, Fort Gnassingbé peut avoir encore joué sur certaines susceptibilités liées à cette région ouest-africaine par rapport à certains présidents. Qu'éventuellement, il pourrait se présenter. Il peut encore vouloir faire le forcing. Mais ça, là, cette carte a déjà échoué. Maintenant, la carte qui est secondaire. Oui, je le dis. Parce que si je le dis, parce qu'il y a des informations. Bien. Tout à l'heure, on va revenir à Ambroise Pondio. Oui, finissez là-dessus. Que dans la réalité, dans les faits, il peut y avoir un retour au niveau d'un comment vous l'appelez, d'un nageur, de quelqu'un qui puisse vraiment le remplacer pour que cette image-là qui est en train d'embellir puisse réjaillir positivement sur son parti et pour les élections. On va revenir sur la question politique avec mes confrères Ambroise Pondio, Joël Lega, Acha Ibrahim et Fioclo à Danglenou. On va parler maintenant politique avec la situation de crise qui ne montre pas le bout du tunnel véritablement, puisque les manifestants toujours dans les rues, on l'a encore vu samedi dernier, des milliers de Togolais qui réclament le retour à la Constitution et puis le départ de Fort Gnassingbé pour certains d'entre eux. L'opposition le voit clairement qui multiplie les pressions sur Fort Gnassingbé. Les discussions politiques qui ne viennent toujours pas. Est-ce qu'il faut croire que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition, il y a des points sur lesquels on n'est pas toujours d'accord, qui fait que, Joël, on n'a pas le bout du tunnel jusqu'à aujourd'hui? Non, il faut se demander si, entre les deux camps, il y a un camp qui n'a pas peur qui a peur du dialogue. Et moi, je crois que c'est le pouvoir qui a peur du dialogue. Quels sont les éléments que vous avez? Oui, mais c'est le pouvoir qui a peur. Puisque c'est le pouvoir qui avait fui la voie du dialogue hier, on criait référendum. On n'avait plus la voie référendaire. Oui. Et maintenant, si Fort Gnassingbé dit nous sommes prêts pour le dialogue, je me dis, mais il est revenu d'où? N'est-ce pas lui qui avait cautionné la voie référendaire? On a envoyé les missiles Dominici au niveau de la CEDEAO et de l'Union européenne pour qu'on le communique, le fameux communiqué du 26 septembre, pour dire non, qu'on exhorte le peuple togolais à aller aux urnes pour trancher, etc. C'est-à-dire que des scènes qu'on ne doit plus se permettre aujourd'hui. Parce que tout est à la lumière aujourd'hui. On ne doit plus se permettre ces scènes-là. Et donc moi je dis c'est le pouvoir qui ne veut pas de dialogue. Et on utilise l'ANC à dessein pour dire si on doit continuer par nous violenter, on ne va pas au dialogue. Mais l'ANC est en train de jouer un vilain jeu. Le dialogue, le dialogue, le dialogue c'est une prescription de ceux-là qui détiennent la manette du monde. C'est-à-dire ils disent allez au dialogue dans l'esprit de l'APG. Mais si qui vient chercher l'ANC là-dedans? Non, justement, quand l'ANC commence par dire non, on ne va plus aller si on continue de faire les violences. Parce que ce qui s'est passé. Oui, mais il y a un fait. Si Jean-Pierre Fabre aujourd'hui est amené à faire cette déclaration, c'est parce que samedi dernier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Des manifestants qui ont été bien encadrés par les forces de sécurité. Non, on peut dire le dialogue. Et puis, on peut dire le dialogue ne va pas commencer de sitôt. Mais quand on dit qu'on ne va pas au dialogue, moi je dis là, on est en train carrément de déplacer le débat sur nos terrains. Et de donner raison, parce que si on ne fait pas le dialogue, on va demeurer dans la situation là, c'est l'enlisement et ça arrange le pouvoir. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un exercice communicationnel. Il faut savoir quoi dire. Mais quand tu ne sais pas ce que tu sors. Est-ce que ce n'est pas sur le plan qu'il faut prendre la déclaration de Jean-Pierre Fabre? Ce n'est pas sur ce plan qu'il faut prendre la déclaration de Jean-Pierre Fabre? Non. Je dis cette déclaration là, c'est vrai, l'intention qui est cachée derrière ce qui s'est passé à Fracas, c'est de décourager. C'est de créer l'enlisement, c'est de foutre le bordel. Mais quand vous rentrez dans ce jeu, mais attendez, la lecture rigoureuse fait que nous, on peut dire, vous jouez le jeu du système. Je donne la parole à Fioclou. Ambroise, passez un instant. Je vous vois venir. Fioclou, bon, pour parce revenir qu'il s'est passé quelque chose samedi dernier qui, selon l'avis de beaucoup de personnes, qui révolte. Pour revenir à ce que mon petit frère Joël vient de dire,
je peux lui dire que, à mon point de vue, ce n'est pas bien de dire que c'est le pouvoir qui refuse le dialogue. Mais s'il y a des accros, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment. La violence du samedi dernier, ce n'est pas avant la marche, ni au cours de la marche. Oui. C'est après la marche. Les manifestants sont en droit de rentrer chez eux pacifiquement et sans problème. S'il y a eu violence, moi je constate que il y a des gens qui ont une mauvaise intention et qui, du coup, n'aident pas le chef de l'État, qui prône l'apaisement pour cette sortie de crise. Parce que avant qu'on aille au dialogue, il n'est pas le chef de l'État. Ceux qui donnent l'ordre de battre les manifestants, ce sont ceux-là qui n'aiment pas le chef de l'État. Le chef de l'État est certain de son gouvernement et de ses conseillers, et d'après certains communiqués lus à la télévision et des actes comme la libération des détenus, tout ça là, c'est pour arriver à l'apaisement, pour permettre à l'opposition d'adhérer au dialogue. Si aujourd'hui, certains se permettent de donner des ordres aux éléments pour battre les manifestants au retour des marches, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi je dis qu'ils n'aident pas le chef de l'État. Oui, mais le chef de l'État lui-même ne dit rien. Mais le chef de l'État ne dit rien parce qu'avant qu'il ne dise quoi que ce soit... Excusez-moi, mais on avait tenu le même discours, le même langage lorsque la ville de Sokodé, de Bafilo, était assiégée par les forces de défense. Et on disait qu'il y a des consignes et puis il y a des contre-consignes jusqu'au jour où le gouvernement communique officiellement pour nous dire qu'en réalité, c'est lui-même qui avait demandé l'ordre d'assiéger ces deux villes et maintenant, il donne l'ordre pour que les forces de défense replient. Non. Alors là, vous tenez presque le même langage. Demain, à la télévision, on dira que, eh bien, bon, à partir de samedi prochain, les manifestants qui, après les manifestations, qui rentrent chez eux, ne seront plus bastonnés. Vous allez dire quoi? Et c'est ce qui serait bien. Et c'est ce qui serait bien. Et c'est pourquoi je dis ici haut et fort que les manifestants ont droit de rentrer chez eux tranquillement, sans être inquiétés. Que ceux qui posent ces gens d'actes sont irresponsables. Ambrose Bonjo. Oui, nous, on aimerait aider ce pouvoir à poser des actes positifs à l'endroit des populations. Malheureusement, ce que vous constatez en face ne vous permet pas de les aduler. Au mieux, vous êtes obligé de dire ce qui se passe et de la manière la plus objective possible pour que ça éclaire l'opinion. On ne verra pas le rouge pour pouvoir aller dire le bleu. Vous savez, ce qui s'est passé la dernière fois, tel que Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est clair qu'il y a un problème de pôle de décision dans ce pays en termes de gestion des manifestations. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir le Togo sortir de la crise. D'abord, il y a ceux-là qui sont du pôle économique, qui veulent que la situation s'enlise pour qu'il y ait une anarchie, pour pouvoir continuer à piller. Ça, c'est ceux-là qui sont dans le pôle économique. C'est-à-dire que la situation actuelle arrange des gens. Oui. Ceux-là qui sont dans le pôle politique, c'est ceux-là, effectivement, qui voudraient que la situation s'enlise pour pouvoir continuer à régner et à rester là-bas. Je ne sais pas si Faure Gnassingbé lui-même est de cet avis, mais certaines déclarations peuvent le faire croire. Mais au demeurant, je pense également que ce qui s'est passé le samedi quand j'ai suivi ça sur les réseaux, je dis il ne faut pas que cette opposition tombe encore dans les pièges de ce pouvoir. Tomber dans le piège, je voudrais dire quoi? C'est la tendance des déclarations que Jean-Pierre Fabre a faites, qui voudrait être une déclaration de menace, de ne pas participer au dialogue. Ne pas aller au dialogue fait le lit du pouvoir. Ça, c'est clair. Donc, vous avez remarqué que quand le président ghanéen était arrivé ici à l'aéroport, et que le lundi, on a sorti un communiqué pour déclarer l'apaisement, tout ça là, tout le matin, 6 ans, on a maté déjà à se coller. Comment on peut comprendre ça? Ça, c'est un. Oui. C'est la même chose qui s'est On en avait parlé. C'est la même chose qui s'est répétée le samedi, alors qu'on annonce un dialogue, pour décourager les opposants à venir au dialogue, et maintenant faire un rapport au chef d'État comme quoi nous avons dit qu'on était prêts au dialogue, parce que le chef d'État l'a dit à se coller qu'une seule personne ne peut pas faire le dialogue. Abidjan, voilà. Donc ça veut dire que, en disant cela et que l'on voit ces actes-là, ça veut dire qu'il y a un problème de fond qui se pose
dans notre pays en matière de sortie de crise. Le Togo n'est pas le Burundi. Il ne faut jamais comparer ce pays à cet État voyou qui est dirigé par des voyous. Non, mais enfin, maintenant, au-delà de ça, vous n'êtes pas burundais, vous ne pouvez pas qualifier ce pays parce que les gens, oui, peut-être ceux qui dirigent le pays que vous considérez comme des voyous. Parce que non, ce n'est quand même pas le peuple burundais que vous avez parlé d'un pays voyou. 500 000 sont en Tanzanie actuellement. Vous savez pourquoi? Donc revenons dans notre pays en disant que c'est mieux comme ça. Jean-Pierre Favre n'a qu'à être dans sa logique, mais je ne crois pas qu'il aille au-delà de ce dialogue fondamental que les gens veulent pour sortir le Togo de la crise. Mais l'erreur commise la dernière fois, il faudrait que le pouvoir comprenne que seul le dialogue peut sortir le Togo de la crise. Parce que j'ai rencontré 2 patrons, je vous le dis, je ne vous le cache pas. Les marches qu'on fait actuellement, d'abord politiquement, ne peut ne pas arranger l'opposition. Ce qui s'est passé le samedi. Mais celui qui n'est pas arrangé réellement dans ces histoires de marche, c'est le pouvoir. Parce que l'économie est à terre. Ce matin, j'apprends que des bateaux devaient convoyer des marchandises. Mais ces bateaux-là ont été arrêtés. Au moins plus de 12 bateaux, de grands conteneurs. Arrêtés par qui? Oui, c'est-à-dire que ne sont pas arrêtés, c'est-à-dire qu'ils ont été, pas raisonnés, mais sont stationnés dans d'autres pays. On les a même convoyés au Bénin, à Accra, dans d'autres ports. Parce que le Togo, ça ne va pas. Ceux-là qui sont allés acheter en Chine, en Shanghai, pour les tissus, tous ceux-là qui sont emmenés, c'est les Nigériens, c'est les Maliens, c'est les Burkinabés, les Ghanéens qui viennent acheter ici au grand marché. Oui. Allez vérifier, les marchandises sont là. Aucun appel n'est arrivé aux fournisseurs pour pouvoir être prêts à accueillir. Parce que sur les réseaux sociaux de Togo, ça brûle. Donc, et ça affaiblit l'économie. Les recettes ne rentrent pas. Tout ça là, ça tape la tête de ceux qui nous dirigent. Et je suis d'accord avec eux. Est-ce que ça tape la tête de ceux qui nous dirigent seuls ou ça tape la tête du Togo? C'est normal que ça tape leur tête. Non, ça tape leur tête. Parce que c'est eux qui sont responsables de la gestion du pays. Justement, et ça agit sur la population. Et ils sont gênés, ils sont peinés. Il est important de sortir rapidement de ce couloir. Sortir voudra dire quoi? Que les marches, que le dialogue commence et que les marches cessent. Pour que ça arrange tout le monde. Ça, je suis sincèrement, je suis foncièrement clair là-dessus. Parce que les marches n'arrangent pas tout le monde. Mais c'est un combat de guerre. C'est un rapport, c'est une arme qui crée les rapports de force pour pouvoir obtenir quelque chose de quelqu'un. Et si ceux chez qui on doit obtenir cela sont conscients que c'est de nous que ça doit émaner, il faudrait qu'il enclenche le processus pour qu'on aboutisse à un véritable. Je pense que Acha Ibrahim. Oui, ce qui s'est passé à 3K et au carrefour Atikoumé. Et lorsque nous sommes allés aux informations, on nous a fait savoir qu'il y avait des informations sérieuses, et comme quoi des gens avaient l'intention de marcher sur la présidence de la question République. Que moi je me pose, est-ce que ces manifestants-là, le matin, ils ne l'ont pas fait? C'est après la marche étant fatigués qu'ils vont faire vraiment cette descente. Oui, avec la nuit, avec aussi la nuit aussi. Hein. Mais est-il dit que c'est des informations sérieuses et quand vous êtes dans un pays, il y a de ces menaces, il y a des dispositions qu'on prend. Et ce sont les dispositions là qui ont été prises au niveau de 3K, au niveau d'Atikoumé. Et il fallait... C'est le gouvernement qui a communiqué ça après? Non, c'est des informations que j'ai eues. Et moi, je me dis que la façon dont la sécurité se gère dans les pays et les informations que nous avons par rapport au management de la sécurité, quand il y a de ces informations persistantes, il faut prendre des dispositions parce que tout en matière de sécurité, c'est l'anticipation. Ce n'est pas la riposte, c'est l'anticipation. Donc, il faut en même temps anticiper, prendre des mesures pour pouvoir éviter cela. Et voilà, ce sont ces mesures qui ont été prises au niveau de 3K et Atikoumé. Et c'est des checkpoints qu'on a érigés et donc pour filtrer les manifestants. Donc, quand on vous voit dans un accoutrement qui ressemble aux manifestants, on vous dit de rebousser le chemin ou bien de changer de trajectoire. Et vous avez vu qu'au niveau de Begakpoto, le dispositif n'a pas été on n'a pas érigé ce dispositif. Même au niveau de Koyeviakopé, ceux qui sont de ce côté ont pu vaquer librement à leurs occupations. Mais comme la présidence se trouve au niveau de GTA, donc il fallait tout faire pour bloquer les gens, pour que les gens n'aillent pas au niveau de GTA. Donc et ceux qui résident aux alentours de la présidence aux alentours de la présidence, pas dormir chez eux. Non, pas ceux-là. Moi, selon les informations que nous avons eues, c'est que c'est de dévier, c'est de prendre d'autres axes où il n'y a pas de ces checkpoints-là pour regagner leur maison. Je pense que c'est ce qui a été dit. Et vous savez, avec les militaires... 4 km de la présidence. Non, l'axe, je parle de l'axe. C'est-à-dire que le boulevard Yassingbe Yadema, c'est-à-dire quand vous prenez ça,
je pense qu'ils se disent que vous êtes dans les périmètres de la présidente de la République. De la même chose quand vous quittez Atikoumé. Atikoumé, vous prenez les bretelles. Nous avons eu l'information. Et vous prenez les bretelles. Vous l'avez eu aussi. Voilà. Mais on nous dit qu'après avoir pris de telles mesures, le lendemain, on communique là-dessus. Oui, jusqu'à ce matin. C'est ce qui se fait habituellement. C'est ce qui se fait habituellement. Mais non, je ne suis pas en train de défendre les gens. J'ai une information, et il faudrait que je donne ces informations et je les analyse aussi. Nous sommes des journalistes, nous ne consommons pas les choses dans sa spontanéité. Nous passons ça au prisme de notre recoupement et analyse. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire. Et donc, les soldats, comme ceux qui étaient au checkpoint, ce que nous avons vu, c'était des militaires. Et ça voudrait dire que les militaires ne sont pas formés en matière de maintien d'ordre. Et là, c'est ça le problème. C'est ça aussi le problème. Ils ne sont pas formés en matière de maintien d'ordre. On vous dit, ne faites pas, vous obtempérez et vous vous exposez à leur colère aussi, à leur riposte. Donc voilà ce qui s'est passé la dernière fois et nous souhaiterons quand même que prochainement, s'il doit y avoir de ces mesures-là, qu'on communique ça en avance, qu'on dise aux organisateurs de ces manifestations, voilà ce que nous avons appris comme information, ou bien au cours du meeting, le ministre de la Sécurité peut appeler le coordinateur, madame la coordinatrice du groupe des 14, passer l'information comme quoi au retour que les gens évitent ces axes-là parce que nous avons des informations comme quoi il y a ceci, il y a ceci. Et au niveau même de la coalition, il doit y avoir, comme nous l'avons toujours souhaité, des informations, la sensibilisation pour que lorsque nous sommes en face de ces situations, il faudrait que chacun est en train de faire son travail. Les militaires font aussi leur travail en matière de sécurité. On retrouve désormais dans le périmètre de sécurité. Et si demain Atikoumé aussi se retrouve dedans, si la coordonnatrice accepte, et que demain vous dites que désormais c'est Atikoumé, et désormais aussi c'est... Nous devons savoir qu'en matière de sécurité, il y a des gens qui sont responsables de la sécurité de ce pays. Oui. Parce que si certaines situations arrivent, ils en seront responsables. Donc ils doivent aussi travailler avec professionnalisme et travailler pour éviter au maximum tout ce qui peut avoir comme désagrément en matière de sécurité. Donc quand on prend de ces dispositions, moi je me dis que ce que la population a à faire, c'est de respecter ça d'abord. Mais quand on ne refuse pas qu'il y ait des élèves, qu'il y ait des hommes incontrôlés, comme on nous l'a toujours dit, qui peuvent se permettre de tabasser, de faire des choses. Ça, c'est des comportements vraiment inciviques. Nous l'avons toujours déploré. Mais le minimum, c'est que quand il y a de ces dispositions, faisons le maximum pour respecter cela, parce que cela, il va d'abord de notre sécurité et de deux, et c'est pour vraiment que la paix règne dans le pays. Joël. Oui, je voudrais... Pardon. Je voudrais d'abord commencer par quelque chose que Ambroise a dit tout à l'heure, que vivement que le dialogue commence. Quand il y aura le dialogue, il n'y aura plus de démarche. Je dis non. La coalition avait bien dit, on va associer la pression, la pression à la négociation. Oui. Pendant que on va dialoguer. Pendant que les gens seront dans la salle pour dialoguer, on va toujours animer la rue. Et bon, je pense que si le disent ainsi, donc la fin des marches, c'est pas pour demain. Et je crois que je ne serais pas étonné que la mobilisation soit plus forte jeudi prochain, à la lumière de ce qui a été fait à 3 quarts le samedi dernier. Et maintenant, pour 3 quarts, comme mon frère Ibrahim l'a dit, c'est-à-dire qu'on aurait, quel que soit l'édificatif qu'on avance, déjà la confiance est rompue entre l'administré et l'administrateur. Entre l'administré et l'autorité. C'est-à-dire qu'on a toujours créé des alibis pour mater des gens, on a toujours créé des alibis pour faire du tort aux citoyens. C'est vrai, la confiance serait là que quand l'autorité dit que pour raison sécuritaire, allez, ne passez plus par 3 quarts, les gens laissent exécuter aisément. Mais d'abord, il n'y a pas de confiance. L'autorité a montré. On ne croit pas. Voilà, on ne croit pas du tout parce que l'autorité a montré à plusieurs fois qu'elle peut mentir. Enfin, voilà. Qu'elle ne peut pas tenir ses paroles, non mentir. Non, attends. Non, qu'elle peut mentir, qu'elle ne peut pas. On ajoute aussi, il ne peut pas tenir sa parole. On va aborder tout à l'heure la question là. Ça c'est de 1. Et de 2, mais la moindre des choses, je suis passé par une voie en venant. Au retour, vous me dites que je ne vais passer par cette voie. Informez-moi d'avance. Informez-moi d'avance que bon, au retour,
au niveau de 3K, vous ne serez plus, enfin, ce n'est plus possible de passer par là parce que de temps en temps, les gens allaient prendre leurs dispositions. C'est-à-dire que si Senghor avait informé les gens, ils sont venus tomber sur et ils se sont entêtés à venir franchir le cordon. Oui, là, on peut comprendre que là, ils ont violé un principe. Mais on leur a rien dit. Et puis vous venez déjà qu'il y a des bisbilles, il y a beaucoup d'accrochages. Attendez, c'est vite parti, quoi. Alors, nous avons encore 5 petites minutes, on va aller très rapidement et évoquer le cas de la sincérité des accords au Togo. Ce qui nous amène à poser ce débat, c'est par rapport donc à la dernière sortie de l'Union des forces de changement, qui constate que depuis qu'il est en union avec le pouvoir de Faure Gnassingbé, même si on peut dire que beaucoup de choses ont été arrachées, il y a beaucoup aussi qui n'ont pas été traduits dans les faits comme cela a été conclu. Est-ce que de là, nous pouvons dire que on a affaire à un régime qui ne respecte pas ses accords? Il y a eu des cas qui ont, même les enseignants qui sont en mouvement de grève à partir d'aujourd'hui, qui estiment que ce qu'ils ont conclu avec le gouvernement depuis des années et des années, et le gouvernement n'a pas respecté ces engagements. Sommes-nous dans la logique où finalement dans le débat de les accords n'engagent que les signataires? Bon, si moi je veux répondre... On est à la veille d'un nouveau round de discussion. Je ne peux pas dire que les accords n'engagent que les signataires, tel que le professeur Ninevi l'a dit. À l'époque, c'était dans une circonstance donnée. Bien sûr. Aujourd'hui, il est vrai que le pouvoir a signé des accords avec la CDPA qui était rentrée au gouvernement, et près tous ces partis politiques qui étaient rentrés au gouvernement à l'époque n'ont plus de l'aura auprès de la population. Et à chaque fois, quand il y a élection, le score c'est 0. Le cas de l'UFC, je peux dire que le gouvernement a respecté l'accord de l'UFC, même si ce n'est pas totalement, parce qu'il y a eu des préfets et des ministres UFC au gouvernement. Et ces ministres-là, sachant bien que ce soit comme ça, ils sont dans la préfecture et au gouvernement jusqu'à ce que... Le clou de l'accord entre l'UFC et le RPT en 2010, c'était d'avoir une alternance pacifique. Aujourd'hui, pas Jean-Pierre Faure quand même, Gilles-Christ Olympio s'est aperçu que l'alternance pacifique telle que conclue n'arrivera jamais. C'est lui qui a conclu. C'est lui qui a conclu. C'est ce qu'il semble nous dire. Et c'est ce qu'il semble nous dire. Et c'est pourquoi moi je vous ai dit la dernière fois ici que c'est la famille politique du président Faure Gnassingbé qui doit décider de son sort pour les élections à venir. Il a émis un avis. Ce n'est pas un ultimatum. Non, il a émis son avis. Et ça se passe comme ça. Mais je peux dire aujourd'hui que pour le dernier accord RPT-UFC, si ce n'est pas tenu à 100%, au moins à 30%. Déjà, c'est un petit succès. Bon, ça fait 70%. Ambroise, sur la question des accords que le régime signe toujours. Oui, sur la question des accords, je crois que c'est le dilatoire qui a toujours primé sur la question des accords. Depuis les temps immémoriaux, l'impression que nous avons et le constat, c'est que le pouvoir au fin de rester au pouvoir, de garder le pouvoir, fait sciemment de ne pas respecter les accords. Même ceux signés en 2004 avec l'Union européenne n'ont pas été respectés. La PG qui avait... Les 22 engagements. Oui. La PG qui avait été considérée à un moment donné comme étant... Vous estimez qu'il y a des points là-dedans qui n'ont pas été traduits dans les faits? La majeure partie de la substance même n'a pas été suivie. La PG qui est considérée comme étant la Bible politique du Togo n'a jamais été mise en œuvre. Surtout les points essentiels n'ont jamais été mis en œuvre. Et que dire des accords Togo Télécom, même de Marcoussi, de Ouaga 1, Ouaga 2. Il y a l'objectif, c'est de rester toujours au pouvoir. L'objectif, c'est de rester au pouvoir alors que au sein du parti au pouvoir, il y a des compétences, il y a des gens qui peuvent valablement comprendre que
en évoluant dans le sens du respect de l'accord des accords qu'on a eu à signer, nous montrons un gage de crédibilité aux yeux de l'opinion publique, d'abord internationale, et ensuite, même si on fait semblant de tromper l'opinion publique nationale, on donne quand même une certaine garantie que demain, si on convoque encore un dialogue, les gens peuvent nous croire à la lettre. Ce qui n'a jamais été le cas. Raison de plus pour croire à l'opposition qui dit que nous ne voulons pas plus aller à un énième dialogue, un 25e dialogue. Parce que les autres n'ont jamais donné de fruits par la volonté manifeste d'aller à la mauvaise foi du côté du pouvoir. Donc aujourd'hui, je vous assure, je vous le jure que c'est le dernier dialogue que ces gens-là auront à participer. Parce que certains... Comment est-ce que vous le savez? Mais ils l'ont dit. Mais les gens, ceux-là qui se prêtent à ce dialogue du côté de l'opposition, ils l'ont clairement dit. Ils veulent encore essayer une dernière fois, encore un dialogue. Parce que beaucoup ne veulent pas aller à ce dialogue. Même les militaires n'en veulent même pas. Oui. Les militaires n'en veulent pas. Tiki ne veut pas le dialogue. Il a été clair, même enfin, il a dit clairement. Et Fabre l'avait dit. Mais c'est parce qu'il y a d'autres membres de ce regroupement qui ont voulu être un peu relax, qui ont voulu être flexibles vis-à-vis de la position du pouvoir à cause de l'opinion publique internationale. Des chefs d'État qui ont mis leur nez dedans pour ne pas dire que c'est nous qui le jetons, alors que c'est des gens qui sont là, ils ne veulent pas partir. Donc allons-y pour encore tester ce pouvoir pour voir si cette fois-ci il sera de bonne foi. Bien. Acha Ibrahim. C'est ça. Non, le dialogue est indispensable. Nous, tous nous le savons, parce que quand vous êtes dans une situation conflictuelle, ça finit toujours autour d'une table de discussion. Oui, que fait-on d'accord conclu? C'est ça le problème aujourd'hui. Ah oui, il y a le problème de confiance. Non, le problème du Togo, c'est parce que les acteurs politiques ne visent pas l'intérêt général. Je m'explique, parce que chacun se cramponne sur sa position, chacun essaie de tirer le maximum de profit pour son compte. Et finalement, l'avenir du pays n'est pas à proprement parler leur objectif. C'est soit le fauteuil présidentiel, ou soit c'est de tout faire pour être en vue dans le pays. Mais si on pense au développement du pays, on pense à l'avenir de cette nation, on pense au positionnement du Togo dans le concert des nations respectables et des nations où le vivre ensemble est en tout cas la chose la mieux partagée, je me dis qu'il devait avoir des concessions de part et d'autre. On conclut des choses, certains savent que ce que nous sommes en train de conclure là, il y a une faille, mais on ne le dit pas en avance, on attend le bon moment pour asséner le coup à l'adversaire ou bien à son interlocuteur ou bien disons à son partenaire politique. Et là, ça ne marche pas. Il n'y a pas de sincérité. C'est pourquoi, au niveau de ce dialogue, on parle de dialogue sincère. Ça voudrait dire que chacun doit vraiment s'investir, rentrer dans le dialogue avec la seule idée que le Togo doit sortir gagnant à la suite de ce dialogue. Mais si on va parce que pas de ruse, si on va parce que on cherche pas tous les moyens pour contrôler le fauteuil présidentiel, on cherche pas tous les moyens pour arracher le fauteuil présidentiel des mains de quelqu'un. Je pense que si c'est dans cette en tout cas idée, dans cette étape psychologique qu'on est, on aura encore d'autres dialogues. Mais si on va, comme je venais de le dire tantôt, je pense qu'avec l'esprit qu'on veut vraiment arranger, on veut que le Togo ne soit plus à la traîne en matière de bonne gouvernance, le Togo ne soit plus à la traîne en matière de corruption, en matière d'anxiété, de pauvreté, d'injustice et autres. Je me dis que vraiment on fera un bon. Parce que les Togolais sont capables quand même de s'entendre, ils sont capables de faire un sursaut patriotique lorsqu'il s'agit de leur nation. Et c'est seulement les acteurs politiques là qui nous créent du désordre. Et parfois là aussi. Oui, mais le problème c'est que ce qui nous dérange, c'est que vous les voyez se chamailler, vous les voyez prendre des positions, mais la nuit quand ils sont ensemble, mais ils se partagent le butin de leur ruse. Ils se partagent le butin de leur ruse sur le dos de la population. Comprenez ce que je veux dire? C'est quoi le butin? Voilà, après je vais vous expliquer ça. Joël, très rapidement, on a beaucoup de temps. Non mais moi sur la question de la sincérité des accords. Je n'ai pas grand chose à dire. Je dis, on a suffisamment montré que la confiance a été érodée, et sinon a disparu carrément entre les Togolais. C'est ce qu'il faut ramener. Maintenant, qui a érodé cette confiance-là? On sait. C'est celui-là qui prend des engagements, qui ne le respecte jamais. Donc, je pense que c'est là. Je profite pour parler de la nécessité de refonder carrément une nouvelle nation. Il faut qu'on refonde une nouvelle société basée sur les valeurs. Parce que même entre nos confrères, le problème est là. C'est-à-dire que la confiance est aujourd'hui à minima. Bien. Fioclou, vous avez souhaité revenir juste 30 secondes sur
Les 22 engagements. Je sais que, oui, avec les 22 engagements, après le décès du président, avec le décès du président Yassine Beyadema, les 22 engagements ne sont plus à la mode et on a créé d'autres structures telles que le ministère des Droits de l'Homme pour arranger tout ça. Aujourd'hui, je peux dire que avec le nouveau code pénal, la torture, les impunités, tout ça, ils sont et les choses ne seront plus comme avant. Ceux qui seraient rendus coupables seront punis devant la justice pour être punis. Messieurs, merci beaucoup. Fiakoulou Adanglonou, le patron du journal L'Enquêteur, Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau, Joël Lega, Fraternité, et Ambroise Pondjo, des Guardians. Messieurs, merci beaucoup de vous être rendus disponibles pour le débat de ce mardi. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Eric Gato. À bientôt. Taxi FM. Le monde en une radio.